Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va aborder un aspect un peu plus technique du jeu vidéo Seigon Autorid. Ça fait suite en fait à la première vidéo euh, de présentation du jeu uniquement. Voilà, donc là on va voir le côté un peu plus technique et surtout le côté qui va permettre de personnaliser l'univers du jeu. Voilà. Donc c'est scindé en trois parties. Il y a le moteur vraiment graphique. Et aussi le moteur de script qui est à l'intérieur. Le moteur de jeu, du coup, où sont toutes les sources correspondant au jeu vraiment, ou au moteur de jeu, comme on peut le voir de différentes façons. Et ensuite les ressources. Donc nous on va se concentrer uniquement sur les ressources pour cette vidéo. C'est la partie la plus supérieure en fait du code source. Et c'est là où on va trouver les scripts. Donc qu'est-ce que les scripts en fait? C'est simplement des morceaux de données qui vont permettre de personnaliser et de créer les scènes qu'on veut, avec les dialogues qu'on veut. Enfin bon, euh, vraiment on peut confectionner les scènes que l'on souhaite dans les limites du moteur de jeu, bien sûr. Ça, on peut pas vraiment faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, on va commencer par la partie donc bien du jeu principal. Donc c'est là où on voit le personnage naviguer par exemple dans la scène de Final Fantasy VII, ou par exemple le jeu de combat tour par tour aussi, puisque cette partie-là est plutôt liée. Donc voilà, on peut commencer par, par ça, donc dans le répertoire Entities. Euh, voilà, ici c'est toutes les entités du jeu. Donc par entité, en fait, on entend un objet finalement qui compose le jeu en tant que tel, un objet physique presque. Voilà, donc là on a les effets qui sont finalement bien la description d'une attaque. Les ennemis, bon là il y en a qu'un. Les items, les, les items d'équipement, donc voilà les équipements, les cartes, les héros, les objets classiques et les rooms. Donc ça c'est finalement les scènes que l'on voit là où le personnage navigue avec le fond en 3D précalculé. Ça, c'est une room par exemple. Et les cils, donc ça c'est un objet un peu particulier qui définit finalement bien des effets qui vont durer dans le temps, hein, selon plusieurs tours. Voilà, donc contrairement à un effet ici classique qui va se lancer et qui va être finalement un one shot, le cil lui va s'accrocher à la cible et rester pendant quelques tours accroché à lui en fait pour exécuter justement un effet périodique. Ça peut être intéressant pour du dot par exemple ou enfin plein de choses quoi. Voilà. Alors on va commencer par quoi du coup? Par les rooms. Voilà, c'est plutôt pas mal de commencer par ça parce que c'est un peu le départ de tout. Voilà. Donc ça c'est un fichier de données qui décrit une room. Donc avec son nom. Je vous laisse regarder un petit peu. Description. L'emplacement de la caméra et la direction qu'elle prend via une matrice. Il faut Y. Donc ça c'est des choses en fait que j'ai extrait d'une scène Blender, hein, que j'ai repris. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire en fait. Il faut construire la scène d'abord dans Blender. Et ensuite on extrait la caméra de matrice de Blender pour la mettre en JSON. Et on se retrouve du coup avec exactement le même comment dire, point de vue que dans Blender. Ça, c'est millimètre près, c'est génial.
le fichier de script qui est associé à la scène. Ça, c'est justement le, bien le background en fait, l'image de fond, le Hulk Mesh qui est par-dessus. Et ensuite, la scène est composée donc de différents spawns, de différents modèles. Les modèles, c'est les personnages 3D animés. Là, on en a 3 avec le joueur. Les movers, donc ça, c'est des petits meshs en fait que l'on voit et qui sont destinés à être des chemins de fer pour les NPC. Et ensuite tous les triggers, donc que l'on peut bien sûr, qui dans le jeu final ne seront pas visibles. C'est des points d'événements visibles dans le jeu qui peuvent être placés à différents endroits. Et voilà, on voit que là ici il y a des choses particulières comme un Hunter Block ID ou même sur les modèles un Action Block ID. Ça c'est en fait tout simplement ça veut dire en gros que quand on va rentrer dans ce trigger là, ça va déclencher la section du script 0002. Pareil pour lui, etc. Et là, on action block ID, c'est donc simplement qu'on appuie sur la touche entrée à proximité du personnage pour déclencher justement la section de script 003. Alors que là, on a juste à y entrer en fait. On n'a pas appuyé sur deux touches, on a juste à. Voilà. Et des modes comme ça, on en a 3 différents. Ça, j'avais un peu dit en fait dans la vidéo de présentation du jeu. Et là, on le voit vraiment en code. Voilà. Ah, ensuite, je pense on a fait le tour. Donc voilà, tout ça est chargé au lancement. Donc si vous voulez adapter votre scène, il va falloir tout remplacer bien sûr. Le Hulk Mesh, le background, etc. On verra ensuite comment créer éventuellement ces deux fichiers là. Parce que c'est quand même particulier. C'est des fichiers Blender toujours à la base, mais qui sont transformés en fait pour être adaptés dans un format personnalisé quoi, que j'ai créé et qui est en fait un format JSON. Voilà, on a fait le tour là-dessus. Donc ensuite on va passer au script file, parce que c'est vraiment ce qui suit. Une fois que la scène est chargée dans le moteur, en fait ce fichier va être exécuté. Voilà, c'est ici. Ça c'est le fichier de la scène qu'on a vu précédemment. Et on a un premier bloc ici, donc vous voyez c'est en fait un tableau de blocs. Chaque bloc a son ID. Donc le onInit, ça c'est un bloc qui est tout le temps exécuté au chargement d'une scène. Donc là il exécute en fait des animations sur les modèles. Bon, ils sont tous en animation stand. Voilà, le through ici veut dire que c'est une animation qui est loop, qui est en boucle. Voilà, et ensuite on a plein de blocs comme ça. Donc, hein. Si on reprend notre fichier data, on va pouvoir retrouver. Voilà, par exemple. Lui, il a le modèle 001. On voit que si on fait on appuie sur entrée à proximité, il va appeler la section 0000 qui est ici. Voilà. Alors cette section, elle fait quoi? Et bien là, on voit qu'il y a une première commande qui est exécutée, donc elles sont exécutées séquentiellement. Toujours, tac, tac, tac. La première, donc c'est un sys goToIf. Ça veut dire en gros qu'elle va vérifier cette condition-là. Donc on verra plus tard pour les variables où est-ce qu'elles sont stockées. Mais basiquement, c'est dans un fichier player.json en fait. Voilà, qui sert à vérifier si on a trouvé le médaillon ou non. Donc là, en l'occurrence, si la variable médaillon found est égale à 1,
alors ça veut dire qu'on a trouvé le médaillon et du coup on bouge de section en 0001. Donc ça c'est pour imprimer un effet de conditionnalité en fait dans le script. Et hop, on bouge ici. Et là il dit qu'on a retrouvé notre médaillon. Donc c'est cool. Voilà. Dans le cas contraire, du coup, bien sûr, il ne passe pas en 001 et il continue. Et là, il fait un scène stop pour arrêter tous les événements de la scène, notamment les événements clavier, quoi. Et un create dialogue pour afficher le dialogue, donc je cherche mon médaillon, etc. Donc ces commandes-là, précisément, sont des commandes bloquantes, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appuyé sur la touche entrée, le script ne va pas continuer à s'exécuter, il va rester là et il va attendre en fait. Voilà, il va se mettre en pause quelque part. On appuie sur la touche entrée et hop, on passe au deuxième, etc. Donc ça permet de faire à peu près tous les dialogues qu'on veut, sans limitation réelle. Voilà. Donc là, il n'y a que créer dialogue qui est présenté, mais en commande, vous avez différentes choses. Il y a create message par exemple qui permet de rajouter en fait une image d'un avatar. Donc c'est une autre forme de dialogue. Voilà, il y en a plusieurs encore comme ça. Il y a le dialogue print aussi qui permet d'afficher un grand bloc de texte. Et on a les bubbles aussi, qui sont plus dans l'esprit FF7, donc c'est des petites bulles qui sont affichées par-ci par-là, et qui servent à afficher du texte pareil, avec des choix multiples également. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs commandes en tout cas. Celles qui sont présentées, la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, là c'est pareil. Voilà, pour faire des choix conditionnels par exemple. Donc là c'est ce qu'on a vu par rapport au magasin sur la démo d'avant. En fait ici il y a UI Create Choice qui veut finalement afficher un message en bas et une liste de choix possibles. Donc, suivant ce que ce que le joueur choisit, pardon, il va jumper sur les sections de script suivantes. Voilà. 004 par exemple, bah, du coup on va lancer la commande Processing Command Shop qui va lancer le magasin. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de choses à voir hein, sur les scripts, hein. Il y a beaucoup de commandes différentes. Ah voilà, alors ça c'est intéressant parce que du coup, bon c'est un peu dommage, j'aurais dû le faire au début, mais voilà. Ici vous vous rappelez de la condition qui permet de vérifier si le médaillon est trouvé ou non. Mais en fait il est mis à jour ici. Voilà. Et donc cette section de bloc elle est appelée lorsque le trigger 000 est, est collisionné en fait par le joueur. Et donc là on fait effectivement pareil. Sys go to if. Donc si le médaillon est trouvé, alors on ne fait rien. Et puis sinon, on met à jour la variable médaillon found à 1. Puis en même temps, on crée une petite bulle. Voilà. Et on détruit la bulle. Voilà. Donc le système de bulle est un petit peu différent des autres systèmes comme message ou message dialogue ou des choses comme ça. Dans le sens où message dialogue en fait s'auto-détruit, hein, elle attend, elle gère carrément tout, c'est-à-dire qu'elle va gérer l'entrée clavier et la destruction ensuite de sa propre instance, alors que les bulles non. Tout simplement, il y a une raison à ça, c'est parce que ça nous permet d'avoir plusieurs bulles qui vont s'afficher en même temps et où on veut. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut faire une première bulle ici. Ensuite on balance la commande 6 waitpad qui va attendre qu'on appuie sur la touche entrée. Et ensuite on peut décider de faire une autre bulle encore. À un endroit différent bien sûr parce que sinon ça fait une bulle sur une bulle.
c'est con. Mais, euh, mais voilà, donc ça permet d'afficher plusieurs bulles en même temps, ou voire même de faire des destructions de certaines bulles, puis ensuite d'en recréer d'autres pour faire des dialogues un peu très dynamiques. Voilà, j'ai rien inventé, hein. C'est des choses qui sont vues dans FF7 ou enfin, dans tous les Final Fantasy ou même dans tous les RPG, enfin JRPG en fait. C'est un truc. Alors ensuite, bon, rien de très intéressant parce que ces commandes-là vont être un peu modifiées, donc je vais pas m'attarder dessus. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça donc c'est la partie visual novel. Elle a été créée en fait très simplement via une liste, pareil, quelques commandes en fait. Voilà. Donc create background, animate background, create avatar, animate avatar. On peut en faire plusieurs bien sûr. Create avatar, là il est positionné à droite. On peut en mettre un autre à gauche pour afficher plusieurs personnages en même temps. Euh, voilà. Donc simplement, finalement, ce couple de commandes là permet d'avoir un système pas très très évolué de visual novel, mais ça suffit quoi pour faire un semblant de cinématique en tout cas, ou des choses comme ça. Après on fait la destruction. Ouais, donc pareil, create avatar, animate avatar, c'est pas bloquant, hein. Ça attend pas de réponse du clavier ou quoi que ce soit pour s'exécuter et passer à la suite. Voilà. Bon, ensuite on a des commandes qui permettent de lancer les batailles, la liste des ennemis et puis la position pour chacun d'eux. Voilà, on part sur le même principe que tout à l'heure pour le médaillon, mais là c'est pour les, enfin notre objet en fait. Ça, basiquement, c'est un coffre, quoi. Voilà, donc là ici, pareil, il y aura quelques petites modifications, notamment ça. C'est pas du tout une bonne façon de faire. En fait, il faudrait juste que dans Player et Save d'items, il y ait carrément la gestion de l'affichage d'une petite fenêtre de dialogue avec la liste des items. Je le ferai dans pas longtemps, je pense. Et Processing Gotha, c'est pour le jeu de cartes. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pour Roma. Ça, ce, ce genre de commande, ça vous permet de créer la room de vos rêves, quoi. C'est un peu ça. Ok, bon, on va fermer. Tac. Alors ensuite, on peut passer à Battle, par exemple. Alors, Battle, c'est très très intriquement lié, bien sûr, aux héros et aux ennemis, puisque c'est quand même eux qui se battent à l'intérieur. Et c'est par eux, en fait, qu'on va essentiellement définir justement tout le bestiaire, tous les héros, etc. quoi. Donc ils sont là. Alors oui, non, moi c'est vrai que je les ai stockés dans Player Listen. Mais bon, pour les héros. Voilà. Donc ça c'est le gros JSON, mais c'est bien qu'on soit là, remarque, parce que comme ça on va pouvoir voir les variables, ouais, les variables utilisées dans le script. Donc le JSON du joueur avec son argent, son inventaire, et puis sa liste de héros. Voilà, donc ça c'est vraiment très classique, hein. Une liste d'attributs. Je vais pas détailler ça. Une liste d'attaque, une liste de magie.
les équipements. Les équipements, la liste des sous-types d'équipements en fait qui sont autorisés par ce personnage. Ah, c'est pareil. Voilà. Et puis la liste des variables ici. Voilà, donc toutes les variables du jeu seront ici. Pour chaque objet, finalement chaque flag en fait, c'est là que ça sera. Voilà. Ensuite, on peut aller voir les ennemis. Enfin, les ennemis. Un ennemi surtout. C'est notre fameuse harpie. Voilà. On voit qu'il y a éléments, parce qu'il y a une petite gestion quand même des oppositions des éléments, des oppositions élémentales. Voilà. Une attaque de feu contre un élément de. Enfin, un personnage d'élément eau, par exemple, va être x2 quoi. Pareil, donc voilà. Donc l'objet pattern, ça c'est vraiment ce qui va définir en fait l'interface, l'intelligence artificielle de cet ennemi avec une liste de patterns. Voilà, donc on voit qu'elle peut balancer que l'effet 0, 0, 0, de toute façon il n'y a que lui. Euh, voilà, avec la condition. Donc ça c'est la condition self as lower HP, plutôt clair quoi. Donc si ces HP en fait sont inférieurs à 0,5 en valeur normée, donc en fait à 50%, si ces HP sont inférieurs à 50% de son HP max, il a fait ce pattern. Donc ça bien sûr il y en a plusieurs en fait, plusieurs patterns normalement. Euh, voilà, et c'est le premier qui valide la condition qui va être exécuté. Target sort ID, donc ça c'est vraiment pour cibler en fait le personnage qui correspond le plus aux critères qui correspond à cette attaque. Donc là c'est l'OS HP, c'est vraiment c'est pas mal parce que bon ça permet de faire une petite stratégie on va dire du côté des ennemis. Voilà. Ok, on a fini pour ennemi. Bon après il y a quoi d'autre? Oui les sprites. Parce que bon en réalité en fait on le voit pas mais le système est prévu pour bien sûr que les personnages soient animés suivant certaines animations. Donc c'est un sprite avec ici la liste. Donc là par défaut il est en idle. Si jamais il meurt, bah, il faudrait faire une animation DS. S'il revit pareil et tout quoi. Voilà. Ou même quand il se prend une attaque en fait. Hein. Il est blessé. Voilà, donc ça c'était pour ennemi, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important, on va dire, quand même, pour le jeu de tour par tour. Oui, on a ça. Donc ça, c'est les équipements. Ils sont importants hein, parce qu'ils vont modifier en fait les statistiques qu'on a vues auparavant dans les attributs. Je remets ça. Prendre lui. Ah, désolé. Lui, voilà. Une liste d'attributs, comme l'attaque, la défense, magique attaque, magique défense. Ça, en fait, ça va être modifié, bien sûr, par les équipements. Donc
donc c'est plutôt important, via un système de modificateurs. Donc si vous voulez créer par exemple un équipement qui rajoute, je sais pas moi, de l'agilité ou quelque chose comme ça, eh bien il faudra rajouter ici, ou remplacer si vous voulez pas l'attaque, par agility, enfin le nom en fait de l'attribut qu'il a. Et ensuite choisir le type de modifieur, c'est-à-dire la façon dont vous voulez que ce modifieur intervienne sur la valeur. Si c'est un ajout, une suppression ou alors juste une affectation, c'est add, sub ou set. Voilà. Bah là on voit add et sub. Bon, c'est pas trop compliqué ça. Voilà, après bon, chaque équipement pardon, a un type et un sous-type. C'est important parce que du coup on a vu que tous les personnages ne peuvent pas être équipés avec les mêmes objets. Voilà, à peu près tout pour équipement. Ensuite quoi? Voilà les cartes, non? Ça non. Ah oui, les items classiques. Donc là, pour les équipements, donc bien sûr ça ne peut pas être utilisé en combat, c'est dans le menu principal qu'on va venir équiper le personnage. Par contre, pour les items classiques, là c'est utilisable en combat, comme on a vu pour la potion par exemple. Voilà. C'est utilisable à condition qu'il y ait un effet dedans. Si l'effet ici il n'y en a pas et qu'on met la variable à nul, dans ce cas-là il est considéré comme un objet lambda, pas utilisable. Et du coup il s'affichera pas en combat quoi. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah justement, donc un objet en fait utilisable en combat ou en menu, mais bon, utilisable en tout cas et constitué d'un effet. Voilà. Ce qui m'amène justement à présenter les effets. C'est la partie un peu. Finalement, c'est la partie la plus intéressante. C'est ça qui correspond à ce qu'on va infliger à la cible en tout cas. Voilà. Là, on voit que c'est un effet plutôt positif, hein, parce que du coup, il fait une restauration de HP plus 5. Voilà, donc ça, c'est son animation. Savoir s'il est utilisable partout, ou uniquement en combat, ou uniquement en menu. Voilà, ça, c'est sa mécanique. Donc, la mécanique, c'est justement qu'est-ce qu'on va opérer comme code sur la cible, purement et simplement, et les arguments de cette mécanique. Voilà, ensuite on a le target condition ID qui permet donc de faire un tri sur les cibles autorisées. Là par exemple c'est uniquement les alliés et uniquement les alliés en vie. Parce que bon, on va pas donner une potion à un mec qui est mort quoi. Un phénix oui par contre. Donc faudra mettre is death, voilà. Is dead plutôt. Voilà donc comment fonctionnent les effets. On peut aller voir celui-ci. Qui suit la même structure bien sûr. Sauf que là il fait un damage. Voilà, donc on voit que les mécaniques, il y en a quand même plusieurs. On va aller les voir tout à l'heure. Voilà. Amount. De combien on fait le damage. Et l'élément. Ça c'est le prix en MP. Voilà, donc justement qu'est-ce que c'est que les mécaniques? Parce que c'est ça qui est intéressant finalement. On va aller plus proche de l'atome de cette partie-là. C'est vraiment le
le plus petit élément indivisible, on va dire. C'est aussi peut-être un peu le plus compliqué du coup. Euh, donc là, on sort carrément de entities parce que les mécaniques sont des choses un peu particulières. Et c'est dans mapping. On va en avoir plusieurs des mappings. Un mapping, c'est quoi? C'est comme ça que je l'ai noté en tout cas. C'est un morceau de code donc qui vient par-dessus le moteur et que vous pouvez éditer bien sûr et rajouter d'autres mappings, enfin bon, pour créer des nouvelles mécaniques justement, et qui va donc inclure du code source. Là pour le coup, on n'est plus dans de la donnée, dans du JSON, mais on est dans du JS. Et, euh, et voilà. Et donc ici, en fait, on va utiliser les fonctions euh, de base du moteur de jeu. Donc on voit les différents mappings ici. Vous voyez le damage, ça reprend le damage de tout à l'heure. Et ça va finalement, quand on lance cet effet-là, ça va lancer hop, cette mécanique-là. Ici. Donc il y a quelques arguments que vous pouvez créer comme vous voulez en fait. Parce que bon, ça c'est moi qui l'ai fait là. Ça paraît logique d'avoir restauré un damage. Mais il pourrait y avoir d'autres choses. Avec des boucles forts par exemple, ou des calculs beaucoup plus complexes en termes de formules de dommages, quoi, qui font intervenir des formules de calcul, je sais pas moi, avec l'attaque et la défense de la cible par exemple, enfin des choses comme ça. Voilà, decrease HP, increase HP, etc. Bon. Là, une mécanique qui permet de rajouter un seal. Un seal enfin, en anglais, donc ça veut dire saut en français. Comme ça que j'ai noté, mais du coup, c'est le fameux élément qui reste sur la cible pendant un temps déterminé. Voilà. Donc tout char add seal. Seal. Pareil, si on veut un remove. On pourrait imaginer par exemple, je sais pas moi, un effet qui guérit d'un certain type de saut, d'un certain saut, tout court. Enfin voilà. C'est, je pense que c'est une bonne façon parce que du coup, ça permet d'avoir un maximum de flexibilité finalement dans le moteur, quoi. Et surtout, ça permet de pas toucher au code du moteur en fait. C'est ça qui est quand même agréable. Voilà, donc pareil pour les conditions, parce que là on voit il y a target condition, ID, is the live opponent. Euh, voilà, on va aller les voir, c'est pareil, hein, c'est comme mécanique en fait, ça suit le même principe. C'est un mapping. Yeah. Ouais, il y en a plusieurs là. Donc là c'est pareil en fait, on va utiliser les fonctions de base du moteur. Alors il faut les connaître et elles seront peut-être documentées un jour, je sais pas. Mais ou alors chercher dans le code source tout simplement. Mais en tout cas, il faut les utiliser ici pour créer les conditions qu'on veut. Point virgule en trop. C'est ça. Voilà. Je vous laisse un petit peu les regarder. Si ces conditions sont valides, ça veut dire que l'effet est valide et qu'on peut cibler le personnage, quoi. Voilà, on a fini pour Effect. On peut voir Seal aussi, mais franchement, il n'est pas très différent. Ouais. Ah, quoique si. Si, si. Il est différent en fait. Ouais. Alors Seal, oui, il est important quand même parce que il implique plusieurs choses. Donc le fait qu'il soit durable dans le temps, ça c'est quand même bien. Vous voyez là, il balance par exemple un effet à tous les tours
c'est l'effet 0-0. Donc chaque tour, en fait, on va se prendre HP-5. Enfin, pour la cible en tout cas. Voilà. Et ici, il a une liste de modifieurs. Donc la liste de modifieurs, finalement, ben, c'est comme les équipements, pareil. Sauf que là, c'est sur un seau. Mais en gros, quand le seau va être attaché au personnage, il va forcément du coup prendre tous ces modifieurs et puis adapter les stats en fonction. Voilà. Une fois que le seal il part, par destruction automatique parce qu'il a fait son nombre de tours max, ou par destruction volontaire d'un effet, dans ce cas, bah, les modifieurs s'en vont, quoi. Donc, si c'est du buff, c'est cool. Si c'est du debuff, bah voilà. Alors, je suis un peu perdu hein, maintenant. Ouais, bah là on a fait le tour en fait de Battle. Il n'y a plus, il a plus rien par rapport à Battle, on a tout vu. Une fois que vous avez vos personnages, que vous avez vos attaques, et que vous avez relié les personnages aux attaques, voilà, correctement, ben vous avez tout ce qu'il faut. Ouais. Vous allez dans le room ensuite et puis vous pouvez aller chercher les ennemis que vous avez créés. Voilà, tac, on va fermer. Ok, bon, on va passer du coup à l'autre partie, la partie jeu de cartes. Donc, je vais commencer par les plus simples. Voilà, ça c'est par exemple une carte qui donc définit un monstre. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis les petits fichiers à côté en fait, c'est parce que ça va simplement lister les énumères, les différents types qu'il y a voilà, pour les cartes. Alors, ça peut être pour les objets aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais ouais. Mais en fait ça, voilà, c'est tous les types d'objets par exemple. Voilà, tous les sous-types et tous les types d'éléments. J'avais oublié de les montrer, désolé. Ça, c'est important. Et voilà, donc revenons à nos cartes. Euh, donc, en un nom, un texte et une liste d'attributs. Voilà, donc ça c'est vraiment les cartes les plus simples en fait, hein. Les cartes de type monstre sont vraiment basiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de données dedans. Ça suffit largement. On a un élément, une race. Voilà, si c'est un magicien, si c'est un zombie ou autre. Euh, Attaque, défense, nombre maximum d'attaque, nombre de compteurs d'attaque, compteur maximum. Et ça c'est simplement une variable qui définit un état. Voilà. Donc si on va dans les énums par exemple, la race, ouais, bah, on a tout ça en race quoi. Bon, je vais pas vous mentir, hein, très très allègrement copié de Yu-Gi-Oh! Mais voilà, c'est pour l'exemple, les éléments.
pour le type monstre, donc essentiellement une race, une attaque et une défense. Donc à chaque fois, par contre, très important, à chaque fois que vous voyez ça, là, attribute, comme on l'a vu dans la carte d'avant, là, il faut bien comprendre que quand il y a en fait ça, c'est-à-dire un objet attribute, il y a toujours possibilité de rajouter des modificateurs dessus pour influer sur les valeurs. Voilà. Et donc c'est comme ça que fonctionne le jeu de combat tour par tour, mais aussi le jeu de cartes. C'est vraiment de la même manière. Voilà. Donc ça c'est le deuxième type de carte. En fait il n'y en a que deux types. Il y a les types monstres et les types magie. Ça suffit largement, hein, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, donc là par exemple on a une carte type magie et vous allez voir c'est déjà beaucoup plus complexe, hein. Celle-là elle fait par exemple cibler un monstre de type magicien sur votre terrain et il gagne 500 d'attaque. Donc en termes d'attributs, on n'a plus d'attaque, plus de défense bien sûr, c'est une carte magie. Elle a un élément, c'est tout. Par contre elle a des nouveaux attributs, enfin des nouveaux, on peut dire, propriétés. Euh, voilà, comme le mode, la nature. Donc on va les voir dans les nums parce que c'est important. Euh, Ça c'est le mode d'activation finalement de la carte. Comment elle va être, comment son effet va être déclenché, par quel biais. Et ça c'est sa nature, donc comment elle va évoluer finalement dans le temps. Est-ce qu'elle va rester sur le plateau ou est-ce qu'elle va pas rester? On va commencer par mode. Donc là on voit mode activate. Ça veut dire en fait qu'elle va nécessiter une activation manuelle. Et on a d'autres modes qu'on va aller voir là. En fait, on en a deux en fait. On a le mode Activate justement qui va nécessiter une activation donc via le menu. Et puis le mode Trigger qui donc est une activation par déclenchement d'une action. Que ce soit, en général c'est plutôt une action ennemie qui va déclencher la carte. Du coup, on n'est plus sur une carte magie proprement parler, mais dans le langage Yu-Gi-Oh, ça serait une carte piège. Voilà. Hop. La nature. Donc si c'est une nature normale, en fait elle va s'activer et ensuite elle va aller dans le cimetière directement, comme je l'avais précisé sur la première vidéo. Si c'est une... après il y a quoi d'autre? Continue. Voilà. Dans ce cas elle va rester sur le plateau et elle va être active pendant tout le temps de, de, voilà, de sa présence. Donc là c'est pareil, si vous voulez adapter, c'est comme vous avez toutes ces possibilités là. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs combinaisons possibles bien sûr. Et ensuite une liste d'effets. Alors ça veut dire qu'en gros, quand la carte va être activée, que ce soit par activation manuelle ou par trigger, tous ces effets vont être exécutés séquentiellement. Voilà. Donc là, on voit par exemple, premier effet, le target type. C'est le type de ciblage. Il y en a plusieurs. Il y a single, field et none. Single, donc ça va cibler une seule carte. Donc du coup, quand vous allez activer la carte, ça va vous demander de choisir une carte précisément cible de cette carte magie. Ensuite on a le field. Alors là par contre ça va toucher tout un ensemble de cartes présentes sur le plateau. Et le none, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de type particulier, donc il n'y aura pas de sélection.
Il n'y aura même pas de target en fait. Il n'y a pas de cible. Voilà. Donc là, du coup, en l'occurrence, on doit cibler une carte. Target range. Ici, on est donc... ouais, là, voilà, c'est... Désolé, j'ai perdu le fil. Mais c'est... donc le... comment dire, l'endroit en fait du plateau qu'on va cibler, qui est ciblé. Et là par exemple on voit ici un premier tableau ainsi qu'un deuxième à l'intérieur. Donc un tableau à deux dimensions. Voilà, ce premier tableau ici, premier élément du premier tableau, va définir les zones qui sont prises en compte, qui sont acceptées pour le duelliste courant, pour le duelliste qui a lancé l'effet. Et la deuxième partie, c'est bien les parties du plateau de l'opposant. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on doit cibler une seule carte qui doit se trouver dans la zone monstre, dans notre zone monstre à nous. Voilà. Ensuite, on a la target condition. Donc ça, c'est vraiment la condition qui va être vérifiée sur la carte. Et là, on vérifie que la carte is race, donc que sa race en fait correspond à un magicien. Voilà. Ok. Et ensuite, on exécute une certaine mécanique sur la cible, monsieur. Ou les cibles, du coup. Mécanique, ops. Et ça, c'est les données, les arguments en fait, de la mécanique. Premier argument, modifier data. Et là, on va appliquer ce modificateur en fait. C'est ce que ça fait, en fait, c'est une mécanique qui ajoute un modificateur aux attributs de la cible. Et ça va ajouter 500 d'attaque. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant ici, par exemple, ça serait d'avoir une liste de mécaniques plutôt. Ce qui permettrait de faire des effets sur une seule carte, plusieurs mécaniques, enfin plusieurs opérations. Ce serait plus pratique. Voilà. Donc ensuite il y a quelques petites choses, petites subtilités comme linked, savoir si ce modificateur en fait est lié à l'effet qu'il a lancé. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait il peut y avoir des cartes de magie continue justement, et donc qui restent sur le terrain, mais il peut arriver qu'elles soient supprimées par l'adversaire ou autre. Et donc finalement quand cette carte va quitter le terrain, on doit pouvoir choisir quels effets vont être persistants sur la cible et quels effets vont disparaître parce que la carte a disparu. Ce qui paraît plutôt logique, parce qu'une carte d'équipement par exemple, une carte magique, on pourrait définir comme une carte d'équipement, je sais pas moi, une épée magique, et puis hop, on cible tel monstre, et puis hop, il va récupérer de l'attaque comme ça. On voudrait quand même que quand la carte d'équipement s'en aille, que l'effet parte aussi, enfin que la modification. Et c'est pour ça qu'il y a ce linked. Voilà. Si le linked est à through, alors dans ce cas, ça veut dire que si la carte part, en fait, elle va emmener son modificateur avec elle, puisqu'il est lié. Voilà. Bon. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des données, je regarde juste pour une autre carte magie, parce que peut-être différente. Oui, il y a des choses qui sont en plus. Vous voyez, par exemple, celle-là, c'est une type continue, donc elle reste sur le terrain. Elle a une release condition ID qui permet de savoir quand est-ce qu'elle va partir. Bon, là, en l'occurrence, elle part jamais. Is endless, c'est sans fin.
c'est pourquoi pas. C'est cheaté. Mais c'est comme ça. Ouais, du coup, vous voyez, j'ai pas bien fait le truc, hein. C'est pas type single, puisqu'elle cible tous les monstres. C'est type field normalement. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, c'est linked hein, pour le coup. C'est-à-dire que quand la carte part, eh ben, les monstres qui ont été affectés par ces modificateurs vont redevenir normaux, entre guillemets. En tout cas, les modificateurs vont être enlevés. Ok, donc dernier truc maintenant. On va prendre comme exemple cette carte-là. Parce que c'est pas mal, il y a beaucoup de choses comme ça là. Donc on a Target Condition ID, Mécanique ID. Tout ça, là, c'est des mécaniques. Des mappings, pardon. Donc on va aller voir par exemple le mapping mécanique en premier. Add card modifier par exemple, celui-ci. Donc ça fonctionne un peu comme on a vu tout à l'heure pour le jeu de combat tour par tour. Mapping. Voilà. Et là, on a effect mécanique. Donc c'est pareil que pour le jeu de combat tour par tour, sauf que il y a quand même plus de choses. Bon, dans une mécanique de combat RPG, on est toujours sur de l'ajout, de la suppression finalement de propriétés quoi. Il n'y a pas énormément de choses en plus en fait en bas niveau comme ça. Alors que dans un jeu de cartes, c'est un peu plus compliqué. Donc on peut définir par exemple des actions toutes particulières quoi, comme un U-turn ou juste une pioche. Enfin bon. Voilà, donc tout ça, c'est des mécaniques. Et donc les cartes, à tout moment, enfin à l'activation, peuvent lancer ces mécaniques. Par exemple, une carte peut faire un dommage à un joueur directement, au dueliste quoi. Voilà. Faire une suppression. On va ajouter une modification au dueliste et ajouter une modification à la carte. Donc ça c'est le nôtre. Voilà. Alors ici on voit l'argument, la création du modificateur. On accroche l'effet. Et là donc pareil, la même logique en fait, on va utiliser des fonctions de base du moteur pour créer les mécaniques. Il y en aurait d'autres à créer là par exemple que j'ai pas pensé et il y en a certainement plein. Alors par contre on est quand même cantonné aux fonctions justement du moteur, hein. On peut pas aller au-delà, hein. Bien sûr, hein, si on veut des choses vraiment très très particulières, ben, on devra modifier le moteur. Voilà, voilà. Remove card, etc. etc. Ok. Effect target. Oui, celui-ci. Donc effect target, ça va être pareil. Une liste de mapping qui va vérifier certaines conditions pour une carte. Au ciblage. Si elle doit être ciblée ou pas. Pareil, on pourra en rajouter beaucoup d'autres. Petite erreur là, c'est get type. Ça marche aussi, mais plus clean. Et puis voilà, après le reste, ça suit exactement le même principe. Donc franchement, pas besoin d'aller plus loin. C'est toujours pareil. Voilà.
j'espère que cette vidéo a été instructive sur comment le jeu finalement a été construit quoi, au plus haut niveau. Parce que bon, à force finalement de créer du code en bas, bah, et en suivant cette espèce de modèle vraiment toujours basé sur les données, on finit par avoir quelque chose en fait qui en haut niveau comme ça ressemble presque à un langage un peu à part entière quoi. Donc voilà. Merci du visionnage. Au revoir.